Allô! Donc, j'avoue que cette vidéo-ci me trotte en tête depuis quelques jours et ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie d'aborder le sujet des troubles alimentaires sur ma chaîne. Cette année, j'avais en tête de faire une formation universitaire dans le domaine, donc à l'Université Trois-Rivières, et finalement, je suis passée un petit peu à côté de l'opportunité pour des raisons personnelles, donc en lien avec les rénaux, dans lesquels on est présentement. Donc, c'est assez lourd là, au niveau des tâches, donc je ne voulais pas non plus avoir trop de surcharge, mais c'est clairement un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai donc décidé de commencer à en parler en vous présentant quelque chose que j'ai pu découvrir lors d'une formation que j'ai faite avec l'Institut Douglas, donc qui est spécialisé en troubles alimentaires et qui se situe à Montréal. Et je trouvais ça tellement pertinent comme, en fait, ces 9 vérités entourant les troubles alimentaires que je me suis dit que j'allais vous les exposer et j'allais les commenter également en tant que nutritionniste. Et ça pourra peut-être apporter quelques lumières là, sur la stigmatisation entourant cette maladie, ou ces maladies en fait, parce qu'il y en a plusieurs dans les troubles alimentaires. Et ça pourra peut-être aussi vous aider à cibler certaines croyances que vous pouvez avoir et aussi m'enligner pour du futur contenu. Donc, je t'invite à prendre un moment pour commenter et me dire sur quel trouble alimentaire tu aimerais que je travaille en premier. Donc, il en existe là, une panoplie, je suis certaine que tu en connais déjà. L'anorexie est l'une des principales, mais il y a aussi la boulimie, l'hyperphagie boulimique, la bigorexie, l'orthorexie et il y a plusieurs autres nuances dans tout ça et d'autres troubles là, qui sont peut-être un peu moins là, populaires. Donc, dis-moi sur quoi tu aimerais que je travaille prochainement et je vais faire ça avec grand plaisir. Donc, on va commencer avec les 9 vérités qui ont en fait été regroupées par, je vais vous dire ça, le National Eating Disorders. Donc, c'est sur leur site web. Et je vais les lire, je vais ajouter des petits propos. Je pense que ça va être bien pertinent. On va commencer avec la vérité numéro 1. De nombreuses personnes souffrant de troubles alimentaires ont l'air en bonne santé, mais peuvent être extrêmement malades. Donc, on se le rappelle, les troubles alimentaires, c'est bien une maladie. C'est un diagnostic qui est établi par un médecin ou un psychiatre. Et à travers, en fait, tout ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont essayer de camoufler leur détresse. Et c'est surprenant à quel point est-ce qu'ils vont bien y arriver par moment. Donc, il faut être vraiment très observateur pour pouvoir distinguer les signes de mal-être, les signes avant-coureurs aussi, là, qui vont peut-être dénoter des petits drapeaux rouges là, au niveau de la relation avec les aliments ou avec notre corps. Et parfois même, on peut nous-mêmes pas vraiment, tu sais, on le réalise qu'on se sent pas bien, mais on réalise peut-être pas l'ampleur de la problématique, donc on veut peut-être pas s'avouer qu'il existe vraiment là, quelque chose qui cloche. J'avais donc envie là, de vous dire que si vous vivez dans cette situation-là, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se confier. Donc, en parler avec quelqu'un qui est proche de nous, un ami, un membre de la famille ou quelque chose du genre, là, si on trouve quelqu'un avec qui on est à l'aise. Mais il existe aussi d'autres professionnels de la santé également qui peuvent vous aider dans tout ça. Mais j'insiste finalement là, sur le fait qu'il existe des lignes d'écoute pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement prêts à s'ouvrir et qui ont peut-être envie de poser certaines questions anonymement. Donc, je vais vous mettre les liens là, vers les lignes d'écoute dans la barre d'infos en bas. Il y en existe plusieurs. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se tourner vers ces solutions-là. Et par la suite, là, je sais que les lignes d'écoute là, sont vraiment équipées pour vous rediriger vers les bonnes personnes. Donc, soyez confiants là, que vous êtes entre de bonnes mains. La vérité numéro 2, c'est les familles ne sont pas à blâmer et peuvent être les meilleurs alliés des patients et des prestataires dans le traitement. Ici, je crois qu'il y a quand même des nuances à apporter parce que cette vérité-là a été structurée bien évidemment pour rassurer les parents puis pour leur donner la confiance nécessaire pour être à l'aise à embarquer dans le plan de match au niveau du traitement. Je pense qu'effectivement, l'objectif principal pour assurer une guérison des troubles alimentaires, c'est vraiment d'avoir des gens qui vont être investis, qui vont être prêts à modifier leur approche, à être bienveillants, à être à l'écoute, à essayer justement de comprendre sans être trop intense aussi. Donc, il y a plusieurs petites façons de faire, puis il y a beaucoup d'enseignements qui vont être faits là, aux familles. Par contre, la chose ici que je trouve un peu peut-être
qui n'est pas introduit dans cette vérité-là, c'est le fait que oui, c'est certain que certaines remarques qui peuvent avoir été faites par les parents, certaines façons, par exemple, d'éduquer nos enfants ou de leur présenter des informations pour qu'ils puissent perdre du poids ou peu importe, ça peut, oui, enclencher les troubles alimentaires indirectement. Là. Je veux dire, le contexte familial est quand même important dans le développement des jeunes. Et oui, il y a une certaine part là, de responsabilité qui va revenir aux gens qui vont avoir des enfants qui ont des troubles alimentaires. Mais tu sais, c'est clairement pas l'entièreté là, de la source du problème. Là. Il y a quand même plusieurs autres composantes qui viennent entrer en jeu. Et souvent, les propos vont être partagés sans même que les parents s'en rendent compte, donc c'est vraiment involontaire. Même que parfois, c'est pour le bien de leur enfant, là, ils ont vraiment l'impression que c'est qu'ils vont les aider à travers tout ça, à avoir, par exemple, plus d'amis ou peu importe, tu sais. Fait qu'ils vont les inciter à perdre du poids ou à modifier leur apparence ou, des petites phrases, j'en ai noté ici quelques-unes, là. Mais voyons, tu manges bien beaucoup, c'est certain que tu n'as plus faim là, à ce point-là. Donc, on va remettre en question l'appétit ou la faim de l'enfant. Quelque chose du genre, le classique, là, finis ton assiette si tu veux du dessert ou finis ton assiette si tu veux pouvoir aller voir tes amis ou peu importe quelle autre récompense qu'on peut ajouter à ça. Donc, on va imposer une quantité d'aliments à consommer qu'on juge normale pour notre enfant ou qu'on juge acceptable ou on va réduire la portion. Donc, même si l'enfant a envie de se resservir, on va l'empêcher de le faire. On va également restreindre les apports d'une manière ou d'une autre, là, en empêchant l'enfant d'avoir accès à certains types d'ingrédients qui vont être permis pour d'autres membres de la famille. Donc, on peut vraiment là, essayer indirectement de manipuler l'enfant ou de manipuler le membre de notre famille, il peut être plus vieux aussi, pour pouvoir lui faire perdre du poids ou améliorer sa santé. Mais cette restriction-là peut malheureusement avoir une grande part à jouer là, dans le problème. Mais je vous rassure, c'est possible là, de modifier l'environnement alimentaire, c'est possible de changer notre façon de voir les choses et d'être vraiment, là, comme je l'ai dit tantôt, un allié dans la guérison là, de l'enfant ou de la personne impliquée. Donc, il faut croire en nous, il faut se renseigner, il faut se tourner vers les bonnes personnes. La vérité numéro 3, c'est un diagnostic de trouble de l'alimentation est une crise de santé qui perturbe le fonctionnement personnel et familial. Et là, je répète là, que les proches doivent vraiment être impliqués dans le plan de traitement des gens qui vont avoir des troubles alimentaires. Donc, quand je parle de proches, je parle autant de la famille, donc les parents, la fratrie et les gens là, qui vont être plutôt rapprochés généralement ou les gens en qui on va avoir confiance, comme j'ai dit tantôt, mais ça peut aussi être des amis, des collègues de travail, d'autres personnes là, qui vont être assez en contact avec nous quand même là, au quotidien pour pouvoir nous soutenir et nous guider à travers leur établissement. Puis, tu sais, quand on dit que ça perturbe le fonctionnement familial, en fait, je dirais que c'est aussi beaucoup au niveau, oui, du mode de pensée, mais également par rapport à la routine. Donc, c'est certain qu'une personne qui a un trouble alimentaire aurait besoin d'avoir une routine un peu plus prévisible, un peu plus habituelle, quelque chose dans lequel on va pouvoir finalement peut-être être à l'aise là, à force de savoir ce qui s'en vient puis de pouvoir se préparer mentalement au prochain repas, aux prochaines collations. Donc ça aide beaucoup, fait que ça peut changer là, une vie familiale. Je vais aussi répéter que c'est pas facile d'accompagner quelqu'un à travers ce genre de rétablissement-là. Donc ça se peut que la charge devienne trop lourde pour toi. Puis c'est aussi important que tu trouves du soutien, que tu n'affrontes pas ça seul et que, en fait, c'est ça, que tu te fatigues pas, que tu t'épuises pas parce que souvent, c'est ça, les proches aidants vont finir par avoir beaucoup de préoccupations puis ça peut devenir très difficile là, à soutenir. Donc, oublie pas que toi aussi, il faut que tu prennes soin de toi. Numéro 4, les troubles alimentaires ne sont pas des choix, mais des maladies graves d'origine biologique. Et oui, les troubles alimentaires, c'est une panoplie de choses, là. Ça va englober plusieurs petites caractéristiques, principalement d'origine, oui, génétique, avec, on peut voir certains paramètres là, du point de vue de l'ADN et tout ça, là. Ça, je pourrais en parler plus dans d'autres capsules, mais il y a beaucoup d'éléments déclencheurs qui sont en lien avec l'aspect psychologique aussi, les neurotransmetteurs, les sentiments de faim, de satiété, la remise en question constante, la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, comme j'ai dit tantôt, un mal
mal-être global là, qui peut être associé avec une dépression, avec l'usage de différentes substances. Donc, c'est vraiment là, quelque chose de complexe. Puis, c'est propre à chacun. Donc, même si tu souffres d'anorexie, par exemple, ben l'autre personne à côté de toi qui en souffre également ne vivra pas la situation de la même façon que toi. Donc, c'est vraiment important d'établir un petit peu là, ton parcours, comment tu as vécu ça, comment tu vis ça actuellement, puis d'aller retrouver justement là, des façons de pouvoir exprimer ces sentiments-là. Je trouve aussi que c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est assez populaire de dire que les gens qui souffrent de troubles alimentaires, c'est comme une façon d'attirer l'attention ou de se rendre spécial aux yeux des autres, d'avoir une petite particularité ou d'essayer d'être apprécié par les autres, mais à un point, tu sais, qui est très, très intense. Donc, on manipule, que c'est vraiment de la mauvaise volonté, alors que c'est loin d'être le cas, là. Donc, ces personnes-là ont de la difficulté à contrôler leurs pulsions. Puis, tu sais, c'est vraiment là, biologique également, comme je l'ai dit tantôt. Là, donc, il y a vraiment, tu sais, il y a plusieurs choses à prendre en compte, disons. La vérité numéro 5, en fait, c'est les troubles de l'alimentation affectent les personnes de tout genre, âge, race, ethnie, morphologie et poids, orientation sexuelle et statut socio-économique. On peut avoir un poids qui est considéré comme étant santé et tout de même être très malade. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a plusieurs personnes qui vivent au quotidien avec des troubles alimentaires puis qui vont passer inaperçus, malheureusement, autant dans la vie de tous les jours que dans le système médical, parce qu'ils ne sont pas assez amaigris, parce qu'ils ne rentrent pas dans les stéréotypes liés aux troubles alimentaires, parce qu'on s'imagine quelqu'un justement avec les joues creuses, qui a tout le temps froid. Tu sais, on a quand même des images de quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Mais c'est vraiment difficile là, de pouvoir voir ça de l'extérieur. Donc, je dirais qu'en général, au niveau des statistiques, c'est vrai qu'il y a souvent plus des jeunes femmes qui vont souffrir, par exemple, d'anorexie. Mais il y a également plusieurs autres personnes qui vont avoir ces problèmes de santé-là. Et de plus en plus, avec l'apparition des réseaux sociaux, il y a encore plus de gens atteints, mais il y a aussi un éventail de troubles là, qui étaient peut-être moins populaires avant, qui sont de plus en plus fréquents, dont l'orthorexie, qui est une problématique où est-ce qu'on va essayer d'avoir une alimentation qui est toujours plus parfaite, entre guillemets, selon nos standards. Donc, on va continuer à ajouter sans cesse des règles et il va être vraiment difficile pour nous là, de consommer des aliments qui ne seront pas permis. Puis, il y a également la bigorexie, là, qui est l'envie d'avoir une apparence physique plus musclée. Et là, on va jusqu'à faire vraiment plein de protocoles, puis prendre des suppléments et tout ça pour essayer de modifier notre apparence. Donc, ça aussi, c'est très fréquent. C'est fréquent également chez l'homme, de plus en plus. Ce que je trouve vraiment aussi intéressant avec les troubles alimentaires, c'est que souvent, comme j'ai dit tantôt, on va voir des gens, par exemple, qui vont perdre du poids. Et on va s'inquiéter peut-être davantage pour une personne qui va avoir un poids classifié comme étant plus normal et qui va perdre du poids pour devenir plus amaigri. Alors qu'on ne s'inquiétera peut-être pas pour une personne qui va avoir un poids plus élevé et qui va perdre du poids très rapidement pour tomber dans une strate de poids plus normale, mais qui justement va avoir fait tellement de concessions, tellement de compromis, tellement de stratégies alimentaires pour se restreindre que du point de vue physiologique, les risques sont encore plus grands pour cette personne-là, mais on s'en rendra peut-être même pas compte. Puis on va même sous-estimer ou féliciter ces gens-là en leur disant « Bravo, t'as perdu du poids ». Mais ça cache tellement de détresse, donc il faut garder ça en tête. Il faut tout le temps rester à l'affût. Les pertes de poids rapides, c'est jamais une bonne chose. Le point numéro 6 est vraiment intense quand même. Là, je veux dire, on sait que les troubles alimentaires, c'est vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à supporter. Donc, les troubles alimentaires comportent un risque accru de suicide et de complications médicales. Donc, du point de vue psychologique, il y a vraiment plein de petites choses qu'on peut remarquer chez les gens qui en souffrent. Donc, entre autres, la perte de confiance, l'impression d'être un fardeau pour les autres, la honte, le stress, le dégoût envers nous-mêmes. C'est vraiment constant aussi, ces choses-là. Donc, c'est un stress qui est vraiment omniprésent. On se couche le soir, on est stressé, on pense à ce qu'on va manger le lendemain, on pense à ce qu'on a fait de pas correct, on se remet toujours en question. On va avoir aussi de l'impulsivité, souvent, c'est associé avec ça, ou aussi avec l'abus de substances, donc des drogues ou l'alcool ou ces choses-là, des façons de s'échapper un petit peu de
vie, de notre quotidien, d'oublier un peu là, ce qu'on vit. Du côté physique, on va aussi avoir des débalancements en électrolytes, par exemple le sodium, le potassium ou le magnésium principalement. On va avoir aussi des problèmes au niveau cardiovasculaire souvent. La restriction très, très intense peut mener dans certains cas à des arrêts cardiaques. Donc, ça peut être mortel dans ces cas-là. Donc, il faut vraiment être à l'affût. Des troubles aussi au niveau du foie peuvent être déclenchés par ces habitudes-là de restriction intense. Du point de vue de l'émail dentaire, on peut avoir une perte au vomissement. Même chose pour les différentes glandes qui peuvent être enflées. Il peut y avoir de la douleur aussi au niveau de la bouche, au niveau des gencives. Il y a des brûlements d'estomac également, des pertes de conscience, de la difficulté à se concentrer, je veux dire des faiblesses vraiment intenses. On peut aussi avoir du froid, des picotements au niveau des extrémités, vraiment toujours là, des frictions. Puis aussi, on va éventuellement aussi avoir de la perte de cheveux. La pilosité qui va aussi devenir plus apparente souvent. Et également, on peut avoir l'arrêt des menstruations. On appelle ça l'aménorrhée, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça donne vraiment pas envie de se lancer vers cette option-là, on s'entend. Et je pense que tout ça, effectivement, ça peut être géré avec du soutien médical. Puis ça, c'est vraiment essentiel. La vérité numéro 7, c'est les gènes et l'environnement jouent un rôle important dans le développement des troubles alimentaires. Puis j'ajoute à ça aussi que le principal élément déclencheur de l'apparition de troubles alimentaires, ça va être la restriction. Ça va être le fait de faire une nouvelle diète sans cesse, de tout le temps s'imposer des règles alimentaires, des compromis, de faire des stratégies, de manipuler un petit peu nos apports, d'essayer toujours d'oublier ce qu'on ressent vraiment en tant que sentiment physiologique, la faim, tout ça, puis de se concentrer sur ce qu'on devrait faire. Tout ça, c'est souvent ce qui va faire en sorte que on va vraiment amplifier la problématique. Il faut vraiment faire attention, puis c'est la principale raison pour laquelle je vous suggère vraiment pas de faire des diètes. Le point numéro 8 est complémentaire au numéro 7 et ça dit « Les gènes seuls ne prédisent pas le développement des troubles alimentaires ». Et je dirais justement comme tantôt, oui, ils vont participer à la prédisposition. C'est certain que si, par exemple, tu as des membres de ta famille qui ont déjà eu ou qui ont présentement des troubles alimentaires, il y a des bonnes chances que certaines autres personnes dans ta famille en aient également. Mais c'est pas toujours le cas, bien sûr. Et c'est des maladies qui sont multifactorielles, qui sont vraiment en lien avec les pressions sociales, avec les standards culturels, avec tout ce qu'on peut voir un peu partout dans les médias comme image de la femme ou de l'homme parfait. Il faut vraiment faire attention avec ce qu'on va mettre sous nos yeux. Même si c'est inconscient, tout ça, ça nous joue tellement dans la tête. Et le numéro 9, c'est vraiment la raison pour laquelle je veux vous en parler aujourd'hui le plus rapidement possible parce que je pense que de comprendre tout ça, je pense que de mettre le doigt sur des problèmes puis d'essayer de se tourner vers les bonnes personnes, ça peut faire toute la différence dans le processus. Donc, le numéro 9, c'est le rétablissement complet d'un trouble alimentaire est possible. La détection et l'intervention précoce sont importantes. Donc, si en ce moment, tu te sens pas bien dans ta peau, si tu as l'impression de tout le temps penser à tes prochains repas, de sentir que ta valeur est vraiment liée à ce que tu consommes ou ce que tu consommes pas, de te comparer beaucoup avec les autres, d'avoir l'impression d'avoir plus réussi si tu as été capable de réduire au maximum ce que tu as mangé dans ta journée, c'est tous des drapeaux rouges, là. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher de l'aide le plus vite possible. Et justement, vos questions sont tellement les bienvenues. Donc, en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu as des interrogations, si tu as envie de partager des expériences, des témoignages. Je pense que c'est vraiment une plateforme où on est bienveillant, en tout cas je l'espère. Et si tu as envie d'en parler en privé, n'hésite pas à me faire signe, je vais pouvoir te rediriger vers les bonnes personnes également. Et je tiens aussi à te demander une fois de plus sur quel trouble alimentaire tu aimerais que je me penche dans mes prochaines capsules. Tu peux me dire ça en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air à la capsule si tu as apprécié le contenu et si c'est un sujet qui t'interpelle. J'espère sincèrement pouvoir vous aider à travers le contenu que je vous partage. Je pense que, oui,
Comme on l'a dit tantôt, il y a un moyen de s'en sortir, puis je pense réellement que c'est en s'entourant de personnes positives qu'on peut aller de l'avant à travers tout ça. Donc, tu peux me suivre sur mes différentes plateformes. Je tiens à être présente le plus possible pour vous. Et voilà, merci pour ton écoute. Merci pour tout. Prends soin de toi. Puis à bientôt. Bye!